La Terre n'est pas seulement creuse. Ses pôles sont en réalité très fins et il existe bel et bien des ouvertures vers son noyau interne aux pôles nord et sud. Au cœur des profondeurs glacées de l'Antarctique, où règne le silence et où sommeillent des secrets, une découverte a émergé, provoquant une onde de choc dans la communauté scientifique et semant de la peur dans le monde entier. Pendant des siècles, l'Antarctique est resté une énigme, une région sauvage et désolée, vierge de toute intervention humaine. Mais aujourd'hui, un groupe de chercheurs intrépides a mis au jour une anomalie qui défie toute compréhension, une révélation susceptible de bouleverser le cours de l'histoire. Rejoignez-nous pour un voyage épique à la découverte des secrets enfouis sous l'immensité glacée de l'Antarctique. Ce qui vient d'émerger en Antarctique a semé la terreur dans le monde entier et pourrait bien être l'ultime bataille entre l'humanité et des forces qui nous dépassent. Exploration polaire. Dans la vaste étendue de l'histoire, seuls quelques aventuriers intrépides ont réussi à mériter le titre prestigieux de héros. Pourtant, il est important de noter que tous ces explorateurs ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent, ni que leurs découvertes remarquables ne sont pas dûment reconnues. Étonnamment, certaines de ces personnes courageuses ont vu leurs découvertes délibérément dissimulées par les autorités. L'un de ces explorateurs, le contre-amiral Richard Evelyn Byrd, avait une histoire extraordinaire à raconter. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais ses récentes révélations ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. Evelyn Byrd était un commandant de la marine et un explorateur américain de renom. Il était non seulement un aviateur exceptionnel, mais aussi un pionnier visionnaire de l'exploration polaire et un organisateur ingénieux de la logistique polaire. Ses exploits extraordinaires furent justement reconnus par la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure décernée par les États-Unis. Sa remarquable carrière arctique prit son envol en 1924, lorsqu'il prit le commandement d'une petite unité d'aviation navale au sein de l'expédition arctique du commandant D.B. Macmillan au Groenland occidental. Ce fut le début du voyage extraordinaire de Byrd dans les contrées glacées du Nord. Mais ce qui rend son histoire si particulière, c'est la découverte stupéfiante qu'il fit lors de ses explorations. Une découverte qui bouleversa les fondements mêmes de notre compréhension de la planète. Malheureusement, ces découvertes révolutionnaires se heurtèrent à la résistance et à la répression des autorités de l'époque. Imaginez l'intrigue et le mystère entourant les révélations secrètes de Byrd. Qu'a-t-il bien pu découvrir de si profond et controversé? Ces découvertes contredisaient-elles les connaissances scientifiques existantes ou remettaient-elles en question les récits établis? Ces questions restent en suspens, attendant d'être élucidées. La fascination de Byrd pour le survol des paysages glacés a commencé lorsqu'il a plané au-dessus de la banquise scintillante et des majestueux glaciers de l'ouest du Groenland. C'est là qu'il entendit pour la première fois une rumeur intrigante, une entrée secrète vers le mystérieux centre de la Terre, dissimulé quelque part dans les profondeurs glacées du pôle Sud. Intrigué par cette idée fantastique, il se lança dans des expéditions audacieuses, pilotant ses avions vers les terres inexplorées du pôle Sud. Mais le destin lui réservait un autre sort. Lors d'un de ses vols périlleux au-dessus du pôle, un événement extraordinaire se produisit. Le 9 mai 1926, Byrd et son pilote chevronné, Floyd Bennett, annoncèrent avoir accompli un exploit remarquable. Ils se proclamèrent les premiers aviateurs à avoir survolé avec succès l'étendue glacée du pôle Nord. Leur aventure épique débuta à Kings Bay, Pittsburgh et en Norvège, d'où ils décollèrent à bord de leur fidèle Fokker trimoteur. Pendant 15 heures et demie, Byrd et Bennett bravèrent le froid glacial, ne rencontrant que des obstacles mineurs, comme une fuite d'huile au niveau du moteur tribord. Malgré ce contretemps, ils poursuivirent leur route, animés par une détermination sans faille,
et la soif d'exploration. La nouvelle de leur exploit se répandit comme une traînée de poudre et le pays tout entier exulta. Byrd et Bennett furent acclamés comme des héros nationaux, leur bravoure et leur audace captivant l'imagination du monde entier. Leur détermination et leur persévérance lors de leur vol historique leur valurent la prestigieuse médaille d'honneur du Congrès, reconnaissance de leur exploit extraordinaire. Malgré l'enthousiasme général, la controverse persistait. Des doutes subsistaient quant à savoir si l'avion de Byrd et Bennett avait réellement atteint le pôle Nord. Certains sceptiques remettaient en question la précision de leur navigation et la véracité de leurs affirmations. Contrairement aux premiers explorateurs qui utilisaient des moyens traditionnels, Byrd se servit d'avions et d'autres outils modernes pour se déplacer sur ce terrain accidenté. Au cours d'une de ces expéditions, il fit une découverte véritablement impressionnante. Un gigantesque volcan endormi, le mont Siddeley. Ce volcan massif est non seulement le plus grand de son genre en Antarctique, mais il occupe également une place de choix parmi les 7 sommets volcaniques les plus célèbres du monde. Son isolement, loin de toute civilisation, lui confère un charme particulier, attirant les alpinistes aventureux en quête d'expériences extraordinaires. Il a mené de nombreuses expéditions en Antarctique, chacune couronnée de succès remarquables. Son premier voyage, de 1928 à 1930, a marqué le début de son épopée d'explorateur. Au cours de ce voyage, il établit une base, baptisée Little America, sur la surface gelée de la barrière de Ross. De là, Byrd et son équipe entreprirent des vols palpitants au-dessus de l'immensité de l'Antarctique, cartographiant de nouveaux territoires et découvrant des chaînes de montagnes cachées. Loin de se reposer sur ses lauriers, Byrd se lança dans une seconde mission de 1933 à 1935. Au cours de cette aventure audacieuse, il construisit une seconde base, baptisée Little America 2, et, chose incroyable, passa 5 longs mois d'hiver seul dans une base avancée située à 198 km du camp principal. Cette solitude et cet isolement mirent à rude épreuve la résilience et la détermination de Byrd. Sa soif d'exploration le mena à un troisième voyage, de 1939 à 1941, judicieusement nommé Little America 3. C'est au cours de ce voyage qu'il découvrit l'île Western, une découverte remarquable qui vint s'ajouter à sa liste de découvertes importantes. La curiosité insatiable de Byrd et sa volonté de percer les secrets du continent glacé restèrent intactes. Cependant, son expédition la plus ambitieuse et la plus importante en Antarctique fut son 4e voyage, connu sous le nom de Little America 4 ou Operation High Jump. Elle se déroula de 1946 à 1947 et mobilisa une flotte impressionnante de 13 navires et un équipage de 40 personnes. Cette entreprise colossale mérita le titre de plus vaste expédition antarctique jamais menée, témoignant de l'engagement sans faille de Byrd à percer les mystères du continent glacé. Opération Deep Freeze. De 1955 à 1956, Byrd entreprit sa dernière aventure en Antarctique, connue sous le nom de Little America 5. Il s'agissait d'une expédition extraordinaire menée durant l'année géophysique internationale et baptisée Opération Grand Froid. Au cours de ces missions, Byrd fit des découvertes remarquables et enrichit considérablement nos connaissances sur l'Antarctique. Mais voici ce qui rend l'histoire vraiment fascinante. Certaines des découvertes les plus fascinantes de Byrd restèrent secrètes pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que son fils découvre par hasard son journal intime perdu depuis longtemps. Il s'avéra que ce journal s'était retrouvé, d'une manière ou d'une autre, entre les mains de Tawani-Wakawa Shush. Cette découverte remarquable ouvrit la voie à la création de la Société internationale pour une Terre complète,
que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Société de recherche sur la Terre creuse. Ce journal contenait des révélations incroyables qui remettaient en question les idées reçues. Son contenu est resté inconnu jusqu'aux années 1970, date à laquelle il a finalement été révélé. Afin de sensibiliser un public plus large à son importance, il a été confié à Dan Weiss, chercheur et auteur renommé, spécialiste des ovnis. Dès sa publication, le monde découvrit les découvertes insoupçonnées de Byrd, offrant un aperçu fascinant d'un monde de possibilités. Les révélations contenues dans son journal suscitèrent une curiosité immense et enflammèrent des débats passionnés. Les intuitions extraordinaires qu'il recelait repoussèrent les limites de l'exploration scientifique et inspirèrent de nouvelles recherches sur les mystères de la Terre creuse. Voyage mystérieux. Le journal disparu de l'amiral Richard E. Byrd est un véritable trésor caché, regorgeant d'histoires extraordinaires. Il révèle le récit captivant d'un voyage mystérieux qu'il entreprit le 9 février 1947. À cette époque, l'amiral Byrd commandait la Task Force 68, stationnée au point le plus méridional de la planète. Il participait à une mission ambitieuse baptisée Opération High Jump, une aventure de 6 mois visant à explorer les vastes étendues glacées de l'Antarctique. Cette expédition était tout sauf ordinaire. Le 2 décembre 1946, la Task Force 68 appareilla de Norfolk, en Virginie, prête pour un voyage épique riche en exploration et en découvertes. Cependant, un événement inattendu s'est produit au cours de cette grande expédition. Après environ 2 mois passés à cartographier et photographier les côtes, à couper le souffle et les intérieurs cachés de l'Antarctique, la mission a pris fin brutalement. Les raisons de cet arrêt soudain demeurent un mystère. C'est précisément à ce moment troublant que le journal disparu entre en jeu. Son existence soulève de nombreuses questions. Comment le Conseil scientifique international est-il entré en possession de ce journal énigmatique? Pourquoi l'amiral Byrd se serait-il aventuré au-dessus du pôle Nord alors qu'il dirigeait une expédition antarctique de grande envergure? On ne peut que spéculer sur les motivations cachées et les circonstances extraordinaires qui ont poussé l'amiral Byrd à traverser l'immensité glacée du pôle Nord. Peut-être des phénomènes inconnus ou des territoires inexplorés l'attiraient-ils, attisant sa curiosité et le poussant à explorer au-delà des limites de sa mission. Dans un journal fascinant intitulé « Carnet de vol, camp de base arctique », Byrd a relaté ses expériences extraordinaires lors d'une mission dans l'Arctique. Alors qu'il s'aventurait vers le nord quelques heures seulement après le début du voyage, il découvrit une chaîne de montagnes à couper le souffle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ces sommets imposants témoignaient des merveilles cachées de la région polaire. Cependant, son expédition prit une tournure inattendue lorsqu'il rencontra des difficultés avec les compas magnétiques et gyroscopiques de son avion. À sa grande surprise, ses instruments de navigation essentiels se mirent à tourner et à osciller de façon imprévisible. Les chercheurs qui l'accompagnaient ont émis l'hypothèse que ce comportement erratique pouvait être dû au survol du pôle Nord par l'avion, comme le suggérait la mention du camp de base dans l'Arctique et leur cap au nord. 2 semaines seulement après le voyage de Byrd dans l'Arctique, des journaux chiliens ont rapporté un nouvel événement étrange le concernant. Ils affirmaient que Byrd avait rencontré un ennemi différent, à bord d'objets volants extraordinaires. Ces objets mystérieux pouvaient parcourir de longues distances et se déplacer rapidement entre les pôles. Dans la mer de Weddell, un combat acharné s'est déroulé pendant une vingtaine de minutes. L'engin non identifié a émergé des eaux et a attaqué le groupe de Byrd, faisant de nombreux blessés et des morts. Dans une entrée de son journal, Byrd mentionne une mission inattendue au-dessus de l'Antarctique, au cours de laquelle il fut transporté à l'intérieur de la Terre par un vortex.
Là, il rencontra des êtres humanoïdes appelés Agarthiens et un chef respecté connu sous le nom de Maître. Ce dernier réprimanda Byrd pour la création de la bombe atomique par l'humanité et le MIT en garde contre son pouvoir destructeur. Cette rencontre laissa Byrd stupéfait, et il était convaincu que l'humanité devait changer pour éviter un avenir sombre. Ces événements étranges étaient considérés comme très inhabituels, et Byrd décida de ne pas en parler après avoir été informé au Pentagone. La dernière entrée de son journal laissait entendre une promesse de garder ces faits étonnants secrets. Les articles de presse du 5 mars corroboraient les affirmations de Byrd, tandis que les membres de la Task Force 68 partageaient leurs témoignages avec les journalistes. Ces hommes courageux racontaient des affrontements avec d'extraordinaires véhicules en forme de disque qui avaient entraîné de nombreuses pertes dans leur rang. Au lieu de minimiser l'importance de ces pertes, il choisit d'informer la presse chilienne de ce redoutable nouvel adversaire, capable de parcourir d'immenses distances à des vitesses incroyables, d'un pôle à l'autre, révélant ainsi le royaume caché d'Agartha. Byrd a relaté dans son journal un vol extraordinaire. Ce n'était pas un voyage ordinaire. Il se retrouva à survoler une mystérieuse chaîne de montagnes. À sa grande surprise, au lieu de paysages glacés et enneigés, il découvrit une région luxuriante et vibrante de vie. Cette incroyable découverte a eu lieu lors de son expédition en février dans les profondeurs de la Terre. Durant son vol, Byrd affirme avoir aperçu une créature massive appelée Mammoth, un animal ancien et majestueux que l'on croyait disparu depuis longtemps. Mais ce n'était que le début de son incroyable rencontre. Alors qu'il poursuivait son vol, il ressentit une étrange et irrésistible attirance pour une cité inconnue, qui se révéla plus tard être Agartha. Cependant, le vol fut loin d'être paisible. Ses instruments de navigation commencèrent à dysfonctionner, devenant complètement erratiques. Le gyroscope, appareil servant à mesurer et à maintenir l'orientation, oscillait de façon erratique, rendant les commandes de l'avion inutilisables. Ce fut une expérience déroutante et angoissante pour Byrd et son équipage. Mais alors, un événement véritablement stupéfiant se produisit. Des aéronefs en forme de disque, auréolés d'une lueur radieuse et ornés de croix gammées, commencèrent à escorter l'avion de Byrd vers Agartha. Ces machines volantes inconnues semblaient les protéger et les guider jusqu'à leur destination. À l'atterrissage, Byrd et ses opérateurs radio furent accueillis par un groupe d'êtres de grande taille aux cheveux blonds. On leur ordonna de descendre de l'avion, puis ils furent conduits à une rencontre avec un personnage connu sous le nom de Maître. C'est là que Byrd apprit qu'il avait pénétré dans le domaine d'Arihani, un royaume caché au cœur même de la Terre. Dans les entrées suivantes de son journal, il relate ses échanges et ses conversations avec les habitants d'Agartha. Il découvrit que son arrivée sur leur terre n'était pas fortuite, mais faisait partie d'un plan plus vaste. Ces êtres l'informèrent que sa mission ne tarderait pas, laissant entendre qu'il avait un rôle important à jouer. D'après le récit de Byrd, la dévastation causée par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki incita les Arihani à envoyer leurs Flugelrods, ou disques volants, à la surface du monde. Leur objectif était d'étudier l'impact de ces armes destructrices sur le progrès de l'humanité. Cette prise de conscience a éclairé les profondes préoccupations et les actions des êtres d'Agartha. Lors de sa rencontre avec le Maître, Byrd a cité la déclaration suivante de ce dernier. « Vous voyez, nous ne nous sommes jamais immiscés jusqu'ici dans les guerres et les actes de barbarie de votre peuple, mais nous devons désormais intervenir car vous avez appris à manipuler une force qui n'est pas destinée aux humains, l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà transmis des messages aux puissances de votre monde. Cependant, ils sont restés sourds à nos appels. Vous avez été choisis pour témoigner de la réalité du monde tel qu'il est. Notre culture et notre science sont profondément liées. En 1945 et par la suite,
Nous avons tenté d'entrer en contact avec votre peuple, mais nos efforts se sont heurtés à l'hostilité. Nos avions à réaction ont été pris pour cible. Oui, vos avions nous poursuivent avec acharnement et hostilité. Alors, mon fils, je te préviens. Une terrible tempête se prépare sur ta planète. Une fureur terrible qui durera des années. Vos armes seront impuissantes, votre science incertaine. Cette tempête pourrait se poursuivre jusqu'à ce que votre civilisation soit entièrement anéantie et que toutes les réalisations humaines soient réduites à néant dans un chaos immense. Votre récent conflit n'était qu'un avant-goût de ce qui attend votre peuple. Le maître ordonna alors à Bird de retourner sur Terre avec un message pour l'humanité. Les âges obscurs qui s'apprêtent à s'abattre sur votre peuple recouvriront la Terre comme un linceul. Cependant, je crois que certains des vôtres survivront à la tempête. Au-delà, je ne saurais le prédire. Nous voyons un monde nouveau émerger des cendres de votre peuple, en quête de ces trésors perdus et mythiques. Et ils nous trouveront, mon fils, en sécurité entre nos mains. Le moment venu, nous interviendrons de nouveau pour contribuer à la renaissance de votre culture et de votre peuple. Peut-être aurez-vous alors compris la futilité de la guerre et des luttes. Après un certain temps, certains aspects de votre culture et de votre savoir seront restaurés, permettant à votre espèce de renaître. Il fut reconduit auprès de son opérateur radio et ensemble, ils rejoignirent leur avion. L'appareil quitta ensuite la ville et regagna son camp de base. Il semble atterrir environ 1 heure plus tard. Voici maintenant la sélection du jour pour nos abonnés. Dans l'immensité glacée de l'Antarctique, un spectacle stupéfiant a bouleversé le monde. Un robot extraterrestre colossal, dont la structure métallique luisait sous le soleil polaire, a émergé de la glace. Le monde entier retint son souffle et les théories sur la vie extraterrestre allaient de bon train. Les scientifiques s'émerveillaient de la complexité de la construction, s'interrogeant sur ses origines et sa fonction. Cependant, à mesure que les investigations s'approfondissaient, des failles commencèrent à apparaître dans la façade. Coup de théâtre. Le robot géant s'est révélé être une supercherie élaborée, créée par un groupe d'artistes excentriques. Le monde entier a été stupéfait, mais la fascination demeurait. Les questions ont fusé, exigeant des réponses. Qui étaient les instigateurs de cette supercherie audacieuse? Comment ont-ils réussi à tromper le monde? Qu'est-ce qui les a poussés à orchestrer un spectacle aussi élaboré? À mesure que la vérité se dévoilait, une histoire de passion, d'ambition et d'une soif insatiable de captiver l'imagination humaine a émergé. Animés par le désir d'éveiller l'émerveillement et de provoquer la contemplation, les artistes avaient ingénieusement fabriqué une énigme fascinante. Bien que démystifié, le robot antarctique demeure un symbole durable de l'aspiration de l'humanité à l'extraordinaire et au profond mystère qui dépasse notre entendement. Dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de vous montrer. Avion en forme de disque. Moins de 3 semaines après cette rencontre signalée avec le maître, l'opération High Jump, une mission importante, fut annulée de façon inattendue. La Task Force 68, composée de militaires, se retrouva stationnée dans des ports chiliens. Après leur débriefing au Pentagone le 11 mars, un membre de l'équipage a informé les médias d'un étrange combat contre des objets en forme de disque apparus en mer. Cependant, toute communication avec le chef de mission, Bird, a cessé dès lors. Aucune autre information n'a été communiquée. Au cours du mois de juillet de la même année, de nombreuses observations d'OVNI ont été signalées dans des zones résidentielles à travers les États-Unis. C'est à cette période qu'un objet en forme de disque aurait été retrouvé dans un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Certains ont émis l'hypothèse que l'opération High Jump était une riposte à une prétendue colonie nazie appelée Neuschwabenland, que l'on croyait établie par Adolf Hitler en Antarctique
pendant la Seconde Guerre mondiale. Certaines théories suggéraient même que Hitler lui-même aurait pu s'y réfugier. Dans son livre « Notre Terre est creuse », Rodney Clough, auteur fasciné par l'idée d'une Terre creuse, affirme que le célèbre explorateur Byrd aurait entrepris un voyage extraordinaire en 1927. Selon Clough, Byrd aurait découvert des entrées vers la Terre creuse aux pôles Nord et Sud. Il entra par l'ouverture du pôle Nord et revint 2 ans plus tard en passant par les ouvertures des 2 pôles. Curieusement, lors de l'opération High Jump en 1946, qui visait à explorer l'Antarctique, Byrd aurait volé jusqu'à mi-chemin de l'ouverture du pôle Sud avant d'être témoin d'un événement remarquable. Selon la légende, il aurait aperçu un engin en forme de disque et aurait même ouvert le feu sur lui. Cette rencontre a amené certains à supposer que l'équipe de Byrd avait été redirigée hors du continent. De nombreuses questions se posent quant à cette rencontre supposée. Pourquoi a-t-il été réduit au silence et empêché de parler ouvertement de son expérience extraordinaire? Si cette rencontre n'avait pas été étouffée, comment aurait-elle pu influencer notre compréhension du monde? Est-il possible que la vague d'observations d'OVNI de cette période soit liée à cette rencontre? Bien que la vérité sur les aventures de Byrd demeure incertaine, de nombreux témoignages font état d'observations d'OVNI en Antarctique. Des chasseurs d'OVNIs réputés ont documenté ces observations, suggérant une présence mystérieuse sur le continent glacé. Scott Waring, de ET Database, affirme d'ailleurs avoir fait une découverte fascinante en explorant virtuellement l'Antarctique à l'aide de Google Maps. Il est tombé sur une photographie qui semblait montrer un objet partiellement enfoui sous la neige et la glace. À y regarder de plus près, l'objet ressemblait à un vaisseau spatial extraterrestre. Une structure métallique, une forme triangulaire et une protubérance centrale bien visible. Ces observations alimentent les spéculations quant à la possibilité d'une présence extraterrestre sur Terre depuis des siècles, voire des millénaires. L'idée que des êtres extraterrestres aient pu visiter notre planète et y laisser des traces de leur rencontre est à la fois fascinante et troublante. La théorie de la Terre creuse suggère l'existence de mondes secrets sous nos pieds. Cette idée circule depuis l'Antiquité. Différentes cultures l'ont associée à des lieux mythologiques comme l'Hadès grec, le Zuartel nordique, le Shéol et l'enfer chrétien. C'est le philosophe Platon qui, le premier, a proposé le concept de la Terre creuse. Mais avançons jusqu'en 1692, année où un scientifique du nom d'Edmund Halley a élaboré sa propre version du modèle de la Terre creuse. Il pensait que notre planète était comme une épaisse coquille composée non pas d'une, mais de 2 couches concentriques internes, avec un noyau en son centre. Pour déterminer la taille de ces enveloppes internes, Halley a examiné les diamètres d'autres planètes comme Vénus, Mars et Mercure. Selon lui, chacune de ces enveloppes internes possède sa propre atmosphère et son propre champ magnétique, et elles tournent à des vitesses différentes. Ce qui a poussé Halley à proposer cette théorie, ce sont d'étranges relevés de boussole qui semblaient incohérents. Il pensait que le comportement magnétique inhabituel de la Terre pouvait s'expliquer par l'existence de couches internes. Mais ce n'est pas tout. Halley croyait également qu'à l'intérieur de la Terre, au sein de ces couches internes, pouvait exister un écosystème entier d'êtres vivants. Il a même émis l'hypothèse que les fascinantes aurores boréales, ces magnifiques lumières qui apparaissent parfois dans le ciel, pourraient être causées par des gaz s'échappant de l'intérieur de la Terre. Fait intéressant, d'autres érudits, comme Leonhard Euler, ont approfondi l'idée de Halley. Leur ouvrage « Lands Beyond ». Les auteurs de Camp-It-Lay mentionnent que Euler avait proposé un concept similaire de terre creuse, mais avec plusieurs enveloppes au lieu de 2. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que Euler imaginait un soleil intérieur au sein de la terre creuse, fournissant la lumière à une civilisation très avancée prospérant dans ses profondeurs.
Il est toutefois intéressant de noter que Euler a également envisagé l'idée d'une Terre solide. Dans ses lettres à un prince allemand, il décrit une expérience de pensée où la Terre est solide. Ainsi, même parmi ces grands penseurs, diverses idées et spéculations existaient quant à la nature de notre planète. Au début du 19e siècle, Sir John Leslie développa l'idée d'Euler et nomma les soleils intérieurs, les appelant Pluton et Proserpine. Il est intéressant de noter que cette découverte était sans lien avec celle, ultérieure, de la planète naine Pluton. En 1829, John Cleves Symmes Jr. proposa sa propre vision de la Terre creuse. Il suggéra que notre planète était constituée d'une enveloppe creuse de 300 km d'épaisseur, percée d'ouvertures aux deux pôles, et composée de 4 enveloppes internes. Chaque enveloppe interne présentait également une ouverture au pôle. Grâce au soutien de James McBride, Symmes acquit une grande popularité pour ses idées. Il avait même prévu un voyage au pôle Nord pour prouver sa théorie, mais celui-ci fut annulé par le président américain Andrew Jackson. Malheureusement, Symmes décéda la même année, en 1829. Jeremiah Reynolds, un autre partisan de la théorie de la Terre creuse, reprit le flambeau après la mort de Symmes. Il donna des conférences sur le sujet et appela à une expédition pour explorer la Terre creuse. Finalement, il changea d'orientation et entreprit son propre voyage en Antarctique. En raison de ces controverses et de ses propos injurieux antérieurs, Reynolds ne participa pas à la grande expédition d'exploration américaine de 1838 à 1842. Au 20e siècle, plusieurs personnes défendirent l'idée d'une Terre creuse. William Reed publia en 1906 un ouvrage intitulé « Le fantôme des pôles », dans lequel il suggérait que la Terre était creuse, sans enveloppe interne ni soleil intérieur. Marshall Gardner a également soutenu le concept de la Terre creuse dans son ouvrage « Voyage au cœur de la Terre », paru en 1913 et enrichi en 1920. Gardner proposait l'idée d'un soleil intérieur et a même réalisé une maquette pour illustrer sa théorie. Cependant, il n'a pas fait mention des idées de Reed. À peu près à la même époque, Vladimir Obrouchev écrivit un roman de fiction intitulé Plutonia, qui décrivait une terre creuse peuplée de créatures préhistoriques et dotée d'un soleil central. Le livre imaginait un trou dans l'Arctique reliant l'intérieur à la surface. Certains croient en des maîtres ascensionnés vivant dans des tunnels souterrains ou en une terre creuse. Ils pensent que des lieux comme l'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou et le mont Shasta en Californie sont des portes d'entrée vers ce monde caché appelé Agartha. Certains suggèrent même que ces régions sont à l'origine des ovnis. En 1969, un livre intitulé « La Terre creuse » a été publié, prétendument écrit par le docteur Raymond Bernard. L'ouvrage explore ces concepts, notamment l'idée de planète creuse, et propose même que les ovnis proviennent de la nébuleuse de l'Anneau. Fait intéressant, le pseudonyme de l'auteur, Bernard, était en réalité Walter Sigmeister, comme le révèle l'essai de Martin Gardner. Cependant, une histoire plus complète de Bernard Sigmeister a été dévoilée en 1989 avec le livre de Walter Captain Minkle, Subterranean World, Cent Mil Years of Dragons, Dwarves, the Dead, Lost Races, and UFOs from Inside the Earth. Entre 1945 et 1949, Ray Palmer, rédacteur en chef du magazine de science-fiction Amazing Stories, publia une série de nouvelles de Richard Sharp Shaver, connu sous le nom de Mystère Shaver. Shaver affirmait qu'une civilisation préhistorique avancée avait construit un réseau de grottes souterraines.
Leurs descendants dégénérés, les Darrow, y résideraient encore, utilisant la technologie avancée léguée par ces civilisations anciennes pour tourmenter les humains à la surface. Ces voix tourmentantes, que l'on croit provenir de sources inexplicables, ont été citées comme preuve par Shaver et auraient été entendues par de nombreuses personnes, alimentant le mystère autour du monde souterrain. Plutôt que d'affirmer que les humains vivent à la surface d'une terre creuse, certains avancent une autre hypothèse, la théorie de la Terre creuse concave. Selon eux, un cosmos se cache à l'intérieur de ce monde creux, à l'image d'une sphère de Dyson. En 1869, un médecin new-yorkais du nom de Cyrus T. Day proposa une théorie similaire, la cosmogonie cellulaire. S'appuyant sur cette idée, il fonda une secte appelée Koroshanité, dont la principale colonie existe encore aujourd'hui en Floride. Les adeptes de Day prétendaient prouver la courbure de la Terre en effectuant des relevés topographiques du littoral floridien grâce à une technologie spéciale. Au 20e siècle, des auteurs allemands comme Peter Bender, Johannes Langkamp, Neupert et Foretsbrod ont soutenu la théorie de la Terre creuse, renforçant l'idée d'un monde caché sous nos pieds. Des récits non prouvés suggèrent qu'Adolf Hitler aurait été influencé par cette théorie. Selon ces histoires, Hitler aurait envoyé une expédition espionner la Terre en pointant des caméras vers le ciel. Il croyait que le ciel était une caverne sphérique remplie d'étoiles et espérait recueillir des informations importantes en levant les yeux. Un mathématicien égyptien du nom de Mustapha Abdelkad a approfondi cette idée et a publié des travaux scientifiques décrivant une cartographie précise de ce modèle de Terre concave. Il a proposé que les rayons lumineux se propagent en suivant des trajectoires circulaires, ralentissant progressivement à mesure qu'ils approchaient du centre de la caverne. En cosmologie scientifique classique, on considère qu'aucune énergie ne peut atteindre le centre de cette caverne, située à une distance finie de la Terre. Martin Gardner, un auteur renommé, a suggéré que si une foreuse pénétrait cette caverne, elle s'étendrait apparemment à l'infini jusqu'à atteindre un point à l'infini, correspondant au centre de la Terre. Cependant, cette théorie est souvent rejetée en vertu du principe de parcimonie, qui nous incite à privilégier les explications les plus simples parmi plusieurs possibilités. Si vous étiez à l'intérieur de la Terre, vous ne ressentiriez aucune attraction vers la surface. Selon la théorie de la gravitation, vous seriez en apesanteur. Ceci s'explique par l'idée d'Isaac Newton, selon laquelle, à l'intérieur d'une coquille vide, la force de gravité est nulle. Mais à l'intérieur, une faible force gravitationnelle persisterait. Ceci s'explique par le fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite, par la gravité de la Lune et par la rotation terrestre. Ces facteurs vous feraient ressentir une légère attraction vers l'extérieur si vous vous trouviez à l'intérieur de la Terre creuse.